Monsieur Alain Braconnier, vous êtes psychiatre, psychologue et professeur émérite de l'École des psychologues praticiens. Le public romain vous connaît déjà grâce aux plusieurs titres traduits par Trey, voire Mère et Fils, Les filles et les pères ou Optimiste. Le plus récent titre traduit en romain s'appelle On ne me coûte pas. Il s'agit d'un livre issu, comme vous le témoignez, après avoir appris qu'il est douloureux pour beaucoup de personnes de ne pas se sentir écoutées. Le titre de votre livre, On ne me coûte pas, exprime donc une frustration des gens qui se retrouvent dans l'impossibilité d'attendre les autres. Et ma première question vise donc un paradoxe. Comment est-il possible d'échouer à transmettre son message et de se faire écouter dans un monde sursaturé de moyens de communication digitale et instantanée? C'est vrai que aujourd'hui nous avons tellement de possibilités d'avoir des échanges rapides euh, qui, au fond, nous ont fait passer de ce qu'on appelait dans le passé la conversation, c'est-à-dire un échange, prendre le temps d'exprimer ce qu'on ressent, d'exprimer ce qu'on veut dire, et d'être écouté des autres, et à l'inverse, établir une réciprocité que la conversation permettait d'établir. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une rapidité des échanges, à, je dirais, une rapidité dans ce qui peut être dit et entendu sans que vraiment on puisse développer ce qu'on a à dire et développer aussi ce qu'on a à écouter de la part de l'autre. D'accord. Pour se faire entendre, dites-vous dans le livre On ne m'écoutait pas, il faut jouer une musique en 5 notes. Pouvez-vous détailler? Alors, j'ai utilisé cette image de la musique parce que j'avais lu au moment où j'ai écrit ce livre que certains disaient que chez nos ancêtres très lointains, la musique avait servi et avait été utilisée pour être écoutée des dieux, qui, au fond, dans toutes les cultures, faisaient qu'on pouvait chercher à être écouté par une puissance supérieure, par, au fond, une idéalité de l'écoute de quelqu'un ou de quelque chose qui était là et qui vous permettait de vous exprimer. Alors, c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme de musique. Et il y a une autre raison, c'est que je crois que pour être écouté, il faut aussi savoir utiliser des images, savoir utiliser des métaphores. On a, alors là, beaucoup plus récemment, constaté dans nos métiers de psychologue, de psychiatre, que nous avons à écouter l'autre qui vient se plaindre ou souvent chercher justement une écoute de notre part parce qu'il ne la trouve pas par ailleurs. Et il y a eu des études qui montraient que quand on arrivait à exprimer les choses par des métaphores, par des images, euh, par exemple, une jeune femme me dit, voilà, j'ai eu des crises d'angoisse, des palpitations. Alors je lui ai dit, palpitations, mais palpitations, il y a beaucoup de sentiments dans les palpitations. Voilà une métaphore dans la palpitation, qui a fait qu'elle a pu parler d'autre chose que simplement ses crises d'angoisse, mais de ce qui avait pu l'exciter ou lui faire peur à un moment. Donc, cette musique, au fond, doit être une musique qui doit utiliser des mots qui parlent et des mots qui ont une force et aussi sans doute une manière d'exprimer comme la métaphore peut le faire et peut être mieux entendue par l'autre. J'entendais justement ce matin, sachant que vous alliez me contacter, une émission sur un écrivain français, Marcel Pagnol, qui était un écrivain du sud de la France et qui parlait beaucoup avec des mots qui chantent, avec des mots du sud de la France, où au fond, ça chante un peu. Eh bien voilà, savoir exprimer les choses pour être écouté et savoir écouter à travers cette musique, au fond, que nos échanges peuvent contenir, pas seulement les mots précis, pas seulement ce qui est dit clairement, les interactions, je te demande, tu me réponds, je te demande, mais faire passer quelque chose de plus affectif, au fond, de plus relationnel, est important dans l'écoute de l'un et de l'autre. Alors ça, c'est pour ça que j'utilisais le mot musique. Alors, en quoi cette musique est intéressante aussi, c'est qu'au fond, il faut se mettre peut-être, par image aussi, à la place du musicien. Le musicien, pour être écouté, il faut savoir préparer. Il faut savoir préparer ce qu'on a à dire.
Un peu comme le musicien prépare une partition, prépare à jouer une partition. Ensuite, il faut la faire au bon moment. C'est-à-dire qu'il faut la faire au moment où l'autre peut vous écouter. Au fond, le musicien, il attend, il peut s'entraîner lui tout seul, mais il attend qu'il y ait un auditeur, il attend qu'il y ait un public éventuellement. Donc, un, se préparer. Deux, savoir en effet faire en sorte que on choisisse le bon moment pour le faire. Trois, ce qui est important aussi, c'est choisir vraiment les points précis que l'on veut faire passer. Parce que quand on parle de... Je suis en train de parler en développant un peu les choses, mais si je veux faire passer quelque chose de très précis, par exemple l'importance de la réciprocité, eh bien ça, je vais évidemment m'intéresser surtout à cette manière d'être tout au long de nos échanges. Et puis il y a un quatrième point qui est aussi être authentique. Je crois que c'est très important l'authenticité. Parce qu'on sait très bien, ça c'est les communicants qui aujourd'hui nous le disent, l'authenticité ça passe beaucoup mieux. On le sait nous avec les personnes, on le sait par exemple en tant que parent avec les enfants, il faut être authentique. Si on n'est pas authentique, l'autre sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas là. Et puis le dernier point, c'est que vous le disiez tout à fait en introduction, aujourd'hui on a un problème de timing au fond et qu'il faut savoir ne pas être impatient si on veut vraiment être écouté. Bon, vous savez, dans les dialogues quotidiens, il nous arrive parfois qu'on sente que l'autre ne fait que simuler l'écoute et penser ailleurs. Et comment vérifier s'il nous écoute vraiment? Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a d'abord un moyen spontané, celui que vous évoquez, c'est que ça se sent. Quand quelqu'un ne vous écoute pas ou fait semblant de vous écouter, on sent qu'il n'est pas là. Il y a des moyens qui sont peut-être des petits repères quand même, qui est que la personne ne vous répond pas à vos questions, ne répond pas à ce que vous lui demandez. Il part sur complètement autre chose. C'est la preuve qu'il ne vous a pas écouté. C'est logique. Il y a un autre moyen, un petit peu comme ça pratique, qui est que l'autre parle tout le temps. Donc, vous voyez, il y a des petits moyens, et puis il y a surtout ce sentiment que l'autre ne vous dit pas les choses comme il pourrait vous les dire. Pour attirer l'attention de l'autre vers notre discours, l'on a besoin, vous dites, des mots qui touchent et d'une bonne séduction. Qu'est-ce que vous entendez par ces formules? Les mots qui touchent, nous avons un langage, c'est-à-dire que nous avons un langage qui fait que nos mots vont être des mots dont on sait qu'ils vont pouvoir intéresser l'autre de telle façon qu'il va être touché. Si on lui dit « je suis quelqu'un qui est très malheureux », eh bien la personne, si elle est suffisamment attentive à vous, elle va être touchée, bien évidemment. Ou au contraire, les émotions se communiquent. Au contraire, si on lui dit qu'on est très heureux, bah, la personne va être touchée et va partager un peu cette joie-là. Ou si on lui dit qu'on lui en veut beaucoup, qu'on est très agressif contre elle, bah, ça touche aussi. Là, ce qui touche le plus, c'est l'émotion, c'est les sentiments et l'émotion. Et ça, c'est important. Alors la séduction, c'est très important car elle fait partie de la relation humaine. Le bébé, s'il ne séduisait pas sa maman, ou si la maman n'était pas séduite par son bébé, eh bien, il n'y aurait pas cet échange extraordinaire entre le bébé et la maman, et puis aujourd'hui aussi le papa, qui a beaucoup plus de place à passer. Donc, la séduction, ça fait partie de la relation humaine, et ça fait partie de quelque chose qui fait que le courant passe. Il ne s'agit pas d'être trop séducteur, il ne s'agit pas de vouloir séduire à tout prix pour convaincre l'autre, pour avoir une position dominante. Il s'agit simplement d'essayer d'attirer l'autre vers quelque chose dont on souhaite qu'il puisse vous écouter, vous entendre. Il s'agit de créer une atmosphère. Il s'agit de créer une atmosphère dans laquelle il y a cette séduction, dans laquelle il y a cet échange affectif, cet échange de sentiments qui font qu'on peut avoir un discours logique, on peut avoir un discours tout à fait rationnel, mais il est important de le faire passer de telle façon qu'on y met un petit peu de sentiment, qu'on y met un petit peu de séduction. Et puis, il faut aussi utiliser parfois des moyens plus, je dirais, un peu astucieux, qui est par exemple l'humour. L'humour, dire une blague, ça, les Américains, ils font ça beaucoup. En France, ça se fait pas beaucoup, mais les Américains commencent souvent un échange par un mot d'humour. Bon, voilà, c'est une manière d'attirer l'autre vers soi. Monsieur Alain Braconnier, vous avez une riche expérience dans la thérapie des enfants et des adolescents. Et les parents se plaignent souvent que leur ado ne les écoute pas.
Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour regagner la disponibilité des ados, des enfants, pour écouter attentivement à leurs parents? Alors, je crois vraiment que, en effet, hein, les enfants, leur combat, c'est pas c'est pas de vous écouter, c'est de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et les ados, c'est un petit peu pareil. Avec le fait supplémentaire que les ados, c'est aussi pour s'affirmer, pour s'opposer à vous. Alors évidemment, ils sont prêts à ne pas vous écouter ou à être critiques à votre égard ou à prendre de la distance telle que vous ne pouvez pas leur parler. Eh bien, c'est très important avec eux, justement, de trouver le bon moment où on peut avoir cet échange. Si c'est dans un moment de crise, dans un moment de conflit, eh bien à ce moment-là, on n'aura pas un bon échange. Il vaut mieux à ce moment-là dire va dans ta chambre ou fais ce que tu as à faire et puis on prend un petit moment quand tu seras un petit peu calmé ou quand on sera un petit peu calmé d'ailleurs, ça peut être aussi de la part du parent, là on pourra se parler plus tranquillement. Et puis il y a quelque chose qui est de l'ordre, je crois, de la possibilité aussi de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que l'enfant ou l'adolescent, quand il ne vous écoute pas, c'est qu'il est occupé par autre chose. Donc il faut utiliser aussi ce qui peut l'intéresser, c'est-à-dire l'enfant le jeu, le dessin, à travers un média, comme on dit, à travers un dessin, à travers le jeu. On peut faire passer des messages qui passent plus difficilement si l'enfant est un peu rébarbatif ou réticent. Et se mettre vraiment à la place de l'autre, essayer de vraiment se mettre à la place de l'enfant ou de l'adolescent, de lui demander peut-être d'abord qu'est-ce qui l'intéresse. Moi, je suis psy, je, je suis tout à fait capable de recevoir un adolescent et de parler du football ou de la musique préférée pour entrer en dialogue avec lui. C'est pas ça qui m'intéresse quand je le reçois. Ce qui m'intéresse, c'est de l'aider dans ce qui peut être difficile pour lui. Mais je commence par quelque chose qui fait un lien. D'accord, donc si j'ai bien compris, il s'agit des exemples d'une bonne séduction. Oui, c'est une bonne séduction au sens de, c'est une séduction qui euh, s'appuie sur susciter de l'intérêt de l'autre. Dans votre livre, On ne m'écoutait pas, vous rappelez aux lecteurs que les femmes ont la tendance d'écouter mieux que les hommes. Bon, qu'est-ce que cela veut dire pour la dynamique du couple? La partenaire devrait-elle se résigner et parler de ses problèmes plutôt à une amie plus ouverte et attentive que son époux? Moi, je crois pas. Je crois qu'il faut que l'époux soit suffisamment, je dirais, attentif au fait que l'échange ne va pas se passer facilement de la même façon, sur le même mode. Moi, j'ai appris ça par rapport justement, vous faisiez référence à mon expérience auprès des enfants et des adolescents, je reçois les parents et je reçois souvent le père et la mère. Eh bien, la mère va exprimer les choses sous une forme, je dirais, où elle va parler de ce qui ne va pas, elle va essayer de dire ben, je sens que mon enfant ou mon adolescent est triste ou ne va pas bien, etc. Le père va tout de suite chercher une solution. Il va dire bon, ben, il ne va pas bien, alors on le met en internat. Ou il ne va pas bien, il faut qu'il aille faire telle ou telle chose. Les hommes ont plutôt, qu'on le veuille ou non, sans faire des distinctions excessives, mais qu'on le veuille ou non, l'homme est plutôt dans l'acte, dans l'action, et la femme plutôt dans le sentiment et la réflexion. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas de réflexion et n'ont pas de capacité d'écoute, mais c'est des modes un petit peu différents qui font que parfois il y a des malentendus. Donc au fond, on se complète. Il ne faut pas forcément, quand on a l'impression qu'une femme n'est pas écoutée par l'homme avec lequel elle vit, il ne faut pas se dire bon, bah, il faut que j'aille, je peux en parler qu'à quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui d'ailleurs, mais ça a toujours été sans doute, il y a aujourd'hui au fond des échanges entre les femmes où les hommes sont exclus, et inversement. Mais ça n'exclut pas le fait qu'il faut aussi qu'ils se parlent. Monsieur Alain Braconnier, je vous remercie pour vos conseils et pour cette riche discussion autour de votre livre On ne m'écoutait pas. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention à ce livre.